Pendant des années, le Burkina Faso n'était qu'un nom discret perdu au bas des rubriques. Burkina Faso News, associé à la pauvreté, à l'insécurité et à des aides changeantes. Puis sont apparues ces images de tomates pourries au bord des routes, tandis que des conserves importées, 3 fois plus chères, remplissaient les étals. Au milieu de ce paradoxe humiliant, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, en promettant que la souveraineté viendrait des ressources du pays lui-même. Que se passe-t-il vraiment quand un État enclavé décide de devenir son propre miracle? Derrière une tomate sauvée du gaspillage, pourrait se cacher le laboratoire économique le plus scruté du Sahel. Si cette histoire mérite qu'on y consacre du temps, c'est parce qu'elle porte une promesse rarement testée qu'en Afrique de l'Ouest, prouver qu'un pays pauvre en capitaux peut bâtir une souveraineté économique fondée presque exclusivement sur ses propres ressources. La proposition centrale est simple, portée en une phrase de 10 mots. Transformer chez soi ce que l'on produit au lieu d'importer. Mais derrière cette simplicité apparente se cachent des enjeux lourds, les infrastructures défaillantes, les pertes agricoles endémiques, l'accès limité à l'électricité, la dépendance logistique envers les voisins côtiers et la fragilité d'un État souvent présent uniquement lors des crises. Si l'ambition réussit, un pays enclavé pourrait démontrer que les routes, le soleil et les récoltes suffisent, à condition d'être exploités au bon endroit et au bon moment. Micro-hook. Et si tout cela tenait à une unique décision stratégique passée inaperçue? Dans le cas contraire, le modèle redeviendrait un avertissement classique, celui d'un État qui vise trop haut, trop vite, et qui doit affronter seul les limites de sa propre audace. La première révélation ne surgit ni d'un discours officiel, ni d'un rapport international, mais d'une statistique longtemps négligée. Avant l'existence d'une usine de transformation locale, des milliers de tonnes de tomates finissaient perdues chaque année au bord des routes. Cette donnée, restée en marge des débats publics, bascule soudain lorsqu'on découvre qu'en quelques années, la production aurait augmenté d'environ 40%, inversant totalement l'équation économique. Ce changement constitue l'un des premiers indices tangibles permettant de comprendre pourquoi Ibrahim Traoré attire autant l'attention des médias régionaux. Une politique de souveraineté cesse d'être une idée abstraite lorsqu'un produit autrefois gaspillé devient une source de revenus mesurables. Dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, cette mutation ne se résume pas à une réussite sectorielle. Elle redessine l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la récolte au marché, en passant par la transformation locale. Pour situer cette bascule, il faut remonter au contexte plus large. Pendant des décennies, le pays a vécu sous la contrainte des corridors commerciaux contrôlés par ses voisins, dépendant d'importations énergétiques coûteuses et de dispositifs d'aide parfois volatiles. Les infrastructures étaient insuffisantes, les hôpitaux tournaient au ralenti, et de vastes zones rurales restaient plongées dans l'obscurité une grande partie de l'année. Chaque crise politique ramenait le pays dans l'actualité internationale, mais jamais assez longtemps pour permettre une analyse structurelle, laissant la population dans une forme de lassitude économique et institutionnelle. C'est précisément dans cet environnement de dépendance et d'incertitude qu'a émergé l'idée d'autosuffisance, transformer les récoltes sur place, produire de l'énergie grâce au soleil, financer les projets à travers des ressources locales, construire des routes reliant les villages aux centres économiques et réduire progressivement la vulnérabilité face aux fluctuations extérieures. L'expérience burkinabé se forme ainsi comme un laboratoire à ciel ouvert, où chaque infrastructure devient un test grandeur. Nature, une usine pour capter la valeur, une centrale solaire pour stabiliser l'énergie, un tronçon d'autoroute pour fluidifier les échanges. Ce puzzle compose peu à peu un récit cohérent, nourrissant autant les analyses économiques que les recherches liées à Burkina Faso News. Au centre de ce laboratoire émerge, un personnage devient le fil conducteur permettant de relier les projets dispersés à une stratégie cohérente.
un ancien soldat propulsé à la tête de l'État dans une période de turbulence, dont les décisions cristallisent à la fois les espoirs et les critiques. Son rôle ne réside pas seulement dans la formulation d'une vision. Il sert de point d'ancrage pour les citoyens qui cherchent à comprendre comment un pays longtemps dépendant peut soudain réorienter ses ressources vers des solutions tangibles. L'incarnation d'une trajectoire ne remplace pas les politiques publiques, mais elle donne un visage à une dynamique complexe, rendant lisible ce qui, autrement, resterait une succession opaque d'investissements et de chantiers. Les premiers impacts mesurables apparaissent rapidement dans le quotidien de groupes précis. Les agriculteurs des zones rurales voient disparaître un cycle frustrant. Leurs récoltes ne se perdent plus au bord des routes, et un débouché industriel stable leur permet de négocier des volumes plus réguliers. Les employés recrutés dans l'usine de transformation découvrent un modèle où la valeur ajoutée n'est plus exportée systématiquement, ce qui resserre le lien entre production locale et revenus distribués sur le territoire. Les équipes de santé, quant à elles, constatent que l'hôpital moderne, financé par des ressources internes, permet un accès plus proche aux soins, réduisant les déplacements et améliorant la capacité d'accueil. Ce faisceau de transformation précoce constitue un repère essentiel pour comprendre la portée réelle de la démarche engagée. La logique sous-jacente n'est plus uniquement politique, elle devient sociale, économique et territoriale, créant un effet d'entraînement qui dépasse la simple addition des projets. En d'autres termes, les premiers signaux servent déjà de preuve expérimentale que l'autosuffisance peut générer des résultats concrets avant même d'atteindre sa pleine maturité. Le déclencheur se produit au moment où l'agriculture expose, de façon brutale, les limites d'un modèle basé sur l'exportation brute. Les tomates s'entassent au bord des routes, pourrissent sous la chaleur et échappent à tout circuit de transformation. Les producteurs ne contrôlent ni les prix, ni les volumes, ce qui amplifie le sentiment d'injustice dans les campagnes. Les pertes deviennent structurelles, nourrissant une dépendance accrue envers les importations alimentaires. Cette impasse crée le terreau d'un changement qui, longtemps, n'a pas trouvé de relais institutionnel. L'apparition d'une usine de transformation marque la rupture. La décision de traiter les récoltes sur place renverse la logique habituelle de l'économie burkinabé. Les conserves, made in Burkina Faso, remplacent progressivement les produits importés, 3 fois plus chers, qui dominaient les marchés locaux. Les agriculteurs disposent enfin d'un acheteur stable, ce qui réduit les pertes post-récolte et sécurise les revenus. Les ajustements techniques initiaux cèdent la place à une montée en puissance régulière, accompagnée d'une augmentation estimée à 40% de la production. À ce moment précis, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré prend forme dans les perceptions publiques. Le gaspillage n'est plus le symbole d'un système figé, mais celui d'un avant que l'on souhaite dépasser. Les entreprises locales observent que les chaînes logistiques gagnent en fluidité, car les volumes transformés restent dans le pays au lieu de suivre des trajets coûteux vers l'étranger. Les transports deviennent mieux calibrés, les prix plus stables, et les producteurs commencent à anticiper les saisons avec un degré de confiance nouveau. Cette bascule alimente un discours interne où la souveraineté n'est plus théorique, mais vérifiable dans les revenus et dans les stocks. L'apogée du mouvement se situe lorsque les infrastructures énergétiques et routières entrent dans la dynamique. Le projet Yelen connecte plus de 100 villages, soit environ 300 000 habitants, à une électricité locale et renouvelable. Les écoles s'ouvrent le soir, les vaccins se conservent correctement et les commerçants réduisent leur dépendance aux générateurs coûteux. Les activités se prolongent, les marges augmentent et l'accès à la lumière transforme des espaces auparavant limités par l'obscurité. La diffusion de cette énergie modifie les modes de vie sans recourir aux importations permanentes. L'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire crée un second point haut. Le commerce bondit de 25%, les trajets se raccourcissent et de nouvelles entreprises apparaissent le long du tracé.
Les camions chargés de produits agricoles atteignent les marchés urbains plus rapidement, ce qui réduit les pertes et stabilise les prix. La Banque mondiale estime que cette infrastructure contribue à environ 2% du PIB national, ce qui reste significatif pour un pays encore en construction économique. Les échanges se densifient, donnant aux producteurs ruraux un accès élargi aux circuits commerciaux. La rémanence du changement se manifeste enfin dans la santé. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, financé par des ressources locales, accueille plus de 100 000 patients depuis 2021. La mortalité infantile recule d'environ 15%, ce qui redéfinit la relation entre les familles et le système de soins. La formation de plus de 500 professionnels renforce un modèle où les compétences se développent sur place. Dans l'ensemble, ces évolutions consolident une trajectoire que l'on retrouve dans chaque analyse liée à Burkina Faso News. La trajectoire s'éclaire immédiatement lorsque l'on compare la situation initiale aux transformations récentes, révélant un basculement mesurable entre une base fragile et un résultat consolidé. Avant l'usine de tomates, des milliers de tonnes se perdaient chaque année, un volume capable de déstabiliser toute une filière agricole. Cette référence illustre une vulnérabilité structurelle que beaucoup jugeaient insurmontable. Depuis la mise en service de l'unité de transformation, la production aurait augmenté d'environ 40%, marquant une progression qui modifie l'équilibre entre pertes et revenus. Cette évolution indique que la valeur ajoutée reste désormais dans le pays, plutôt que d'être captée ailleurs. Le second faisceau d'indicateurs provient de l'énergie solaire. Le projet Yelen connecte plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants, à une électricité produite localement. Cette couverture élargie réduit la dépendance aux importations, un effet que l'on observe déjà dans les économies budgétaires liées à la baisse d'achat de combustible. Les écoles peuvent ouvrir le soir et les vaccins se conservent correctement, ce qui renforce les capacités sociales sans coûts internationaux excessifs. Le fonctionnement continu des boutiques prouve que l'autonomie énergétique génère des gains immédiats dans les activités commerciales. La troisième zone de preuve concerne les infrastructures routières. L'autoroute reliant le pays à la Côte d'Ivoire représente un investissement évalué à 500 millions de dollars, une somme considérable dans un contexte de budget contraint. Cette mise de départ, pourtant lourde, est compensée par une hausse d'environ 25% des échanges commerciaux. Cette progression témoigne d'un effet multiplicateur propre aux infrastructures bien situées. La contribution estimée à 2% du PIB national souligne que la route dépasse son rôle logistique pour devenir un instrument de croissance. Les services de santé offrent un quatrième ensemble de données. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, financé par des ressources burkinabais, a traité plus de 100 000 patients depuis 2021, une affluence qui confirme la pertinence du modèle. Cette fréquentation traduit la confiance accrue des populations dans une structure construite localement. La mortalité infantile aurait diminué d'environ 15%, un indicateur qui résume l'impact social direct d'un investissement maîtrisé. La formation de plus de 500 médecins et infirmiers nationaux renforce l'idée que les compétences se développent durablement sur place, sans dépendance systématique envers des équipes étrangères. La cohérence de ces résultats fait écho aux orientations défendues par Ibrahim Traoré, qui insiste sur l'importance de bâtir des capacités internes. L'ensemble de ces preuves chiffrées forme une structure stable qui soutient les ambitions du pays. Elles s'imbriquent et produisent un effet d'ensemble que l'on perçoit dans l'agriculture, l'énergie, les transports et la santé. Elles montrent que l'autosuffisance n'est pas une théorie déconnectée, mais une dynamique fondée sur des indicateurs concrets. Elles indiquent enfin que la transition vers la valeur locale représente plus qu'un slogan politique. Elles confirment que la stratégie peut être évaluée, critiquée et projetée dans le temps, comme le rappellent régulièrement les analyses associées aux recherches Ibrahim Traoré Interview,
La première critique sérieuse, formulée par les détracteurs, porte sur la capacité financière d'un pays pauvre en capitaux à soutenir des projets d'infrastructure sans appui extérieur. Il rappelle que la dépendance aux bailleurs n'est pas seulement un choix, mais souvent une contrainte budgétaire incontournable dans la région. Ils craignent que l'autofinancement massif entraîne une pression insoutenable sur les ressources internes, au risque de provoquer un endettement indirect ou une réduction drastique des dépenses sociales. Ils soulignent également qu'un pays enclavé soumis à l'insécurité régionale ne peut pas assumer seul des projets routiers, énergétiques et hospitaliers de grande ampleur. Ils préviennent enfin que la marge de manœuvre politique pourrait se contracter si les résultats tardent à apparaître dans certaines zones rurales. La seconde objection vise la concentration sur quelques secteurs jugés trop fragiles. Les critiques estiment que miser simultanément sur la transformation de tomates, l'énergie solaire et une autoroute régionale expose le pays à des chocs climatiques, techniques ou géopolitiques. Ils considèrent qu'une mauvaise saison agricole pourrait perturber l'ensemble du modèle, qu'un problème technique dans un parc solaire pourrait réduire la production énergétique, ou qu'une crise au Sahel pourrait ralentir les flux commerciaux sur lesquels reposent les projections économiques. Ils reconnaissent certaines réussites ponctuelles, mais doutent de la résilience globale si la diversification sectorielle reste limitée. Ils avertissent que l'autonomie ne doit pas se transformer en isolement, sans quoi les technologies, les savoir-faire et les marchés risquent d'évoluer sans le pays. La réponse fondée sur les données disponibles s'articule autour de 3 éléments concrets. Ce chiffre montre d'abord que la transformation de la tomate a provoqué une augmentation d'environ 40% de la production, ce qui prouve que la valeur ajoutée crée une marge économique immédiatement perceptible. Les données énergétiques soulignent ensuite que plus de 150 villages ont été connectés par le projet Yellen, améliorant directement la scolarité, la conservation des vaccins et les activités commerciales. Les indicateurs routiers rappellent enfin que la nouvelle autoroute a entraîné une hausse d'environ 25% des échanges, avec une contribution estimée à hausse de 2% du PIB. Les résultats n'annulent pas les objections, mais ils démontrent que les fondations du modèle reposent sur des transformations mesurables. Une bascule silencieuse apparaît. Ce point charnière ne s'explique pas seulement par l'accumulation de projets, mais par une articulation nouvelle entre 3 domaines longtemps traités séparément: l'agriculture, l'énergie et les routes. Le milieu du récit révèle ainsi que l'usine de tomates, le projet Yellen et l'autoroute vers la Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas comme des initiatives isolées. Ils produisent un effet de chaîne, chacun amplifiant l'autre. L'interconnexion de ces transformations forme un système où chaque gain local renforce la dynamique générale. La perception internationale commence alors à changer, car les indicateurs s'alimentent mutuellement au lieu de progresser de manière erratique. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce moment précis, non pour son image, mais parce que les résultats commencent à soutenir la promesse initiale d'autosuffisance. Les agriculteurs voient leurs revenus stabilisés grâce à la transformation locale, tandis que l'énergie solaire étend les heures d'activité et que les routes accélèrent la circulation des marchandises. Les analyses régionales notent que cette combinaison crée un avantage cumulatif rare pour un pays enclavé. Les communautés ressentent que le modèle n'est plus une succession d'annonces, mais un ensemble cohérent modifiant la vie quotidienne. Le midpoint révèle donc la véritable logique du processus. Une stratégie intégrée capable de transformer un territoire fragmenté en un système plus résilient. En ce qui concerne l'agriculteur, la transformation agricole produit des effets immédiats dans les campagnes. Les récoltes de tomates cessent de pourrir au bord des routes grâce à l'existence d'un débouché industriel stable, ce qui modifie profondément le rapport des producteurs à leur travail. Les revenus augmentent pour de nombreux agriculteurs, soutenus par une hausse passant d'environ 40% de la production et par une meilleure maîtrise des prix locaux. Les familles rurales peuvent ainsi planifier leurs investissements, renforcer leur sécurité alimentaire et réduire leur vulnérabilité saisonnière.
En ce qui concerne entreprises, les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une combinaison rare d'énergie locale et d'infrastructures routières plus efficaces. Les commerçants qui dépendaient de générateurs coûteux réduisent leurs dépenses grâce à l'électricité solaire issue du projet Yellen, ce qui améliore leurs marges. Les temps de trajet raccourcis par l'autoroute facilitent l'acheminement des marchandises, réduisant les pertes et favorisant l'émergence de nouvelles activités le long du corridor commercial. Les ateliers cours de transformation, les dépôts et les distributeurs trouvent dans cette nouvelle configuration un environnement logistique plus prévisible. En ce qui concerne ménages, les foyers vivant dans les villages connectés constatent une amélioration nette de leur quotidien. Les enfants étudient que le soir sous une lumière fiable, ce qui renforce la continuité scolaire dans les zones longtemps limitées par l'obscurité. Les familles conservent leurs aliments plus longtemps et accèdent plus facilement à l'information grâce aux radios et télévisions alimentées en énergie locale. Les soins deviennent plus proches grâce à l'hôpital de Bobo-Dioulasso, établissement financé par des ressources nationales et déjà fréquenté par plus de 100 000 patients. En ce qui concerne région et géopolitique, la dynamique burkinabé influence progressivement la perception régionale. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire fluidifie les échanges et démontre qu'un pays enclavé peut renforcer sa position dans un espace économique dominé par les corridors côtiers. Le projet Yellen renforce la capacité du pays à réduire ses achats d'électricité, un mouvement remarqué par les observateurs du Sahel, confrontés aux mêmes défis énergétiques. Les discussions autour de la souveraineté économique gagnent en intensité, car l'expérience burkinabé devient un point de référence dans les analyses régionales. En ce qui concerne Synthèse, Ibrahim Traoré apparaît dans ses conséquences non comme une figure symbolique, mais comme l'agent politique qui a catalysé la convergence entre agriculture, énergie, route et santé. En ce qui concerne les résultats mesurables, les citoyens observent que la souveraineté économique peut exister sous forme de progrès visibles plutôt que de discours théoriques. Les effets conjoints dans les 4 groupes révèlent une transformation systémique et non un enchaînement isolé de projets. En ce qui concerne scénario de base, dans une trajectoire intermédiaire, les projets déjà engagés continuent sans accélération spectaculaire, mais sans ralentissement majeur. L'extension du réseau solaire se poursuit village après village, renforçant progressivement l'autonomie énergétique dans les zones rurales. L'entretien de l'autoroute reste une priorité, consolidant la hausse d'environ 25% des échanges observés depuis son ouverture. Les unités de transformation, notamment dans la filière tomate, stabilisent leur volume et assurent une continuité des revenus agricoles. Ce scénario voit le pays avancer lentement mais sûrement, avec une croissance portée par l'agriculture transformée, le commerce régional et les services. En ce qui concerne scénario optimiste, dans une dynamique plus ambitieuse, les résultats positifs enregistrés dans l'agriculture, l'énergie et la santé attirent des investissements ciblés, notamment dans les technologies solaires et l'agro-industrie. De nouveaux partenariats régionaux émergent, profitant de l'axe routier vers la Côte d'Ivoire pour diversifier les exportations. Les villages récemment connectés à l'électricité voient se multiplier de petites initiatives économiques, amplifiées par un accès plus stable à la lumière. Les hôpitaux modernisés entraînent une hausse de la confiance dans les structures locales, ce qui renforce la fréquentation et la formation des personnels. Cette version place le pays dans une position d'avant-garde, souvent citée lorsque les observateurs évoquent les trajectoires innovantes des Burkina Faso News. En ce qui concerne scénario sombre, dans une hypothèse plus difficile, la région du Sahel traverse une période de tension géopolitique qui ralentit les échanges et pèse sur les ressources publiques. Les projets solaires subissent des retards techniques ou logistiques, réduisant l'impact immédiat attendu dans certaines zones rurales. Les infrastructures routières souffrent d'un manque d'entretien, ce qui dégrade la fluidité des déplacements et entraîne des pertes commerciales. Les bénéfices agricoles tardent à se généraliser
et une partie de la population exprime des inquiétudes face au rythme inégal des améliorations. Ce scénario mettrait à l'épreuve la capacité du pays à maintenir le cap dans un environnement régional instable. En ce qui concerne recommandations de réflexion, plutôt que de chercher à prédire lequel de ces chemins prévaudra, il devient plus utile d'observer les liens entre agriculture, énergie, route et santé, car c'est la cohérence entre ces domaines qui déterminera la solidité de la trajectoire au cours des prochains mois. En ce qui concerne groupe A, les personnes qui suivent les évolutions économiques du pays voient dans l'expérience burkinabé un cas pratique rare. Un modèle où la transformation locale, l'énergie solaire et les infrastructures routières modifient concrètement la circulation de la valeur. Elle constate que les agriculteurs vendent plus facilement leurs récoltes, que les commerçants travaillent plus longtemps grâce à une électricité stable et que les entreprises profitent d'un réseau logistique renforcé. Elles perçoivent que la souveraineté cesse d'être un débat théorique et devient un ensemble de mécanismes visibles. Elles peuvent aussi comparer les progrès à ceux d'autres pays du Sahel, soumis aux mêmes contraintes. En ce qui concerne groupe B, les habitants des villages connectés à l'énergie solaire remarquent immédiatement la différence entre une vie plongée dans l'obscurité et une vie éclairée qui facilite l'étude, la conservation des aliments ou l'accès à l'information. Les familles ayant accès à l'hôpital de Bobo-Dioulasso mesurent la valeur d'une structure locale capable d'accueillir plus de 100 000 patients sans dépendance permanente à l'aide extérieure. Les commerçants qui empruntent la nouvelle autoroute ressentent les effets sur leurs coûts, leur marge et leurs délais. Les individus comprennent ainsi que les transformations touchent autant le foyer que le travail. En ce qui concerne groupe C, les étudiants, les chercheurs et les observateurs africains disposent désormais d'un terrain d'étude concret pour examiner les liens entre autosuffisance, infrastructure et dynamique sociale. Les données issues de l'agriculture, de l'énergie et des transports offrent une base solide pour analyser un modèle qui tente de fonctionner hors des circuits traditionnels de l'aide. Les analystes peuvent comparer les résultats burkinabés aux trajectoires d'autres pays enclavés afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui reste fragile. Les lecteurs soucieux de comprendre l'évolution du Sahel trouvent enfin un exemple mesurable et documenté. En ce qui concerne deux suggestions légères, il peut être utile de suivre régulièrement l'évolution des projets locaux afin d'observer comment ils se renforcent ou se transforment. Il peut également être intéressant de comparer ces avancées avec d'autres modèles africains pour mieux situer les réussites et les limites. En 1. Étendre les infrastructures essentielles. La première étape consiste à renforcer les bases matérielles, eau, énergie et routes. Les équipes publiques doivent accélérer l'extension des projets comme le barrage de Ziga 2 ou les centrales solaires locales, afin de garantir un accès stable à l'eau potable et à l'électricité. Les autorités peuvent cibler les zones agricoles où l'irrigation permet d'augmenter les rendements et de réduire les pertes. Les résultats se mesureront par le nombre de villages raccordés, par la baisse des interruptions électriques et par l'amélioration des volumes de production agricole. 2. Diversifier l'économie au-delà des secteurs actuels. La seconde étape vise à élargir les sources de valeur ajoutée en développant l'agro-industrie, les technologies solaires et les matériaux de construction. Les institutions peuvent proposer des incitations précises pour attirer les investisseurs locaux tout en préservant les objectifs de souveraineté économique. Les petites entreprises bénéficieront d'un cadre plus stable si les infrastructures de transformation se multiplient. L'impact se lira dans la croissance du nombre d'unités productives et dans l'évolution des emplois qualifiés. 3. Forme les compétences. Stratégique. La troisième étape concerne la création d'une base humaine solide. Ingénieurs, agronomes, techniciens, gestionnaires. L'hôpital de Bobo-Dioulasso a déjà montré que la formation interne renforce l'autonomie,
un principe que les institutions doivent étendre à l'énergie et à l'industrie. Les écoles et centres techniques peuvent devenir des relais régionaux pour diffuser les compétences. Les progrès seront visibles dans la proportion de postes occupés par des professionnels formés localement. 4. Harmoniser les projets autour d'une stratégie unifiée. La quatrième étape requiert une coordination plus étroite entre agriculture, énergie et route pour maximiser l'effet de chaîne observé au midpoint. Ibrahim Traoré devra maintenir la cohérence politique afin que chaque investissement renforce les autres, au lieu d'évoluer de manière isolée. La cohérence se mesurera par la réduction des zones non raccordées et par la continuité logistique entre producteurs, transformateurs et marchés. 5. Sécuriser la trajectoire à long terme. La cinquième étape consiste à stabiliser la gouvernance tout en préservant l'élan interne. Les institutions peuvent renforcer les partenariats régionaux pour éviter l'isolement économique. Les indicateurs de résilience montreront si le pays peut maintenir son autonomie malgré les fluctuations extérieures.